Après la présentation générale sur les VPN, nous nous intéressons dans cette vidéo au tunneling réseau. En effet, la mise en place d'un tunnel réseau est très souvent un élément fondamental lors de la construction d'un VPN. Le concept de tunneling a déjà été abordé lors de l'étude des méthodes utilisées pour contourner un pare-feu. Revenons donc sur ce concept de tunneling de manière un peu plus approfondie. Donc le principe général du tunneling est d'encapsuler des données d'un protocole, qui peut être un protocole réseau, mais un protocole liaison et ainsi de suite, dans une couche de niveau supérieur. Exemple, une couche transport, une couche application, une couche réseau. On peut ainsi encapsuler de l'IPv4 dans de l'IPv4, du protocole IPv4 dans du protocole IPv6, mais aussi par exemple des trames PPP dans des paquets IP, pour par exemple faire traverser des trames à travers un réseau à commutation de paquets. Illustrons cette définition un peu générale par quelques exemples d'encapsulation. Donc ici on a une encapsulation classique, normale. On a donc une application qui nous a généré des données. Ces données ont été encapsulées dans un segment, par exemple le segment TCP, en tout cas dans une couche transport, qui a elle-même été encapsulée dans une couche réseau, un en-tête IP, qui a elle-même été encapsulée dans une couche liaison, par exemple un en-tête Ethernet. Imaginons que l'on souhaite encapsuler en partie, une partie de ces informations pour les faire passer dans un tunnel. Donc on va s'intéresser à différents exemples, à 4 exemples d'encapsulation avec tunneling. Donc ici on encapsule un paquet dans un autre paquet. On a donc notre paquet initial, en bleu hachuré, qui va être encapsulé dans un autre paquet qui va donc contenir un nouvel en-tête réseau avec des nouvelles adresses logiques. Exemple d'encapsulation que l'on va rencontrer. On va pouvoir encapsuler un paquet IPv4 dans un autre paquet IPv4 ou par exemple encapsuler un paquet IPv4 dans un paquet IPv6 ou un paquet IPv6 dans un paquet IPv4. Autre exemple d'encapsulation que l'on peut rencontrer. Donc on a toujours notre paquet IP, donc avec initial, les en-têtes, un en-tête IP, un en-tête transport, les données de la couche application, et ces données vont être encapsulées dans un en-tête transport, réseau et liaison. Donc on va encapsuler les données comme si elles se comportaient comme une application. Un autre exemple d'encapsulation de tunneling, d'accord. Dans ce cadre-là, on va transporter la trame complète qui inclut la couche liaison, la couche réseau, la couche transport et les données. On va rajouter à cette trame un en-tête réseau et une autre couche liaison pour la transport sur le média, pour acheminer la trame à travers, par exemple, un réseau à commutation de paquets. Pour terminer, on va pouvoir transporter les données dans une couche application. Donc on garde l'en-tête transport qui va être conservé, on va avoir nos données, on va encapsuler tout ça dans une application et on va avoir après notre nouvelle en-tête transport, notre nouvelle en-tête réseau, notre nouvelle en-tête liaison. Dans le cadre d'application VPN, on verra par la suite comment chiffrer les tunnels afin d'assurer par exemple de la confidentialité. Présentons maintenant quelques exemples un peu plus concrets. Ce premier exemple décrit une configuration où un utilisateur abonné à un FAI, ici, qui est symbolisé ici par ce premier nuage, ici en bleu, un FAI donc uniquement IPv4, et cet utilisateur A souhaite accéder à un serveur sur un réseau IPv6. Donc A va envoyer un paquet IPv6 à B, son FAI ne peut acheminer que des paquets IPv4. Sur A, l'utilisateur va s'inscrire à un fournisseur de services de tunnel IPv4, IPv6. Il va installer un logiciel client sur sa machine et il va configurer ce logiciel pour que tous les paquets IPv6 qu'il émettra soient envoyés à R1 qui est configuré donc par le fournisseur de services de tunnel. Et ces paquets vont être encapsulés avec une double encapsulation,
D'accord? Ils vont être encapsulés avec un en-tête IPv4. Et après, à l'intérieur, on va retrouver donc nos paquets IPv6. Examinons un petit peu donc ces paquets. Donc on a le paquet IPv6 qui est à destination du serveur IPv6. On a, pour information, A qui va avoir deux adresses IP, une adresse IPv4 et une adresse IPv6 qui est configurée par le logiciel client. Donc on a les données qui sont à destination du serveur. On a l'adresse IPv6 destinataire, IPv6 de B, on a l'adresse IPv6 de A, on a dans l'entête IPv6, au tout début de l'entête, le numéro de version qui est utilisé. Ce paquet IPv6 va être encapsulé dans un paquet IPv4. D'accord. Pour l'encapsuler dans un paquet IPv4, on va rajouter un en-tête IPv4 avec comme adresse IPv4 source l'adresse IPv4 de A et comme adresse IPv4 de destination l'adresse IPv4 de R. Lorsque B va répondre, il va renvoyer le paquet IPv6 à l'adresse IPv6 de A, d'accord, donc au logiciel qui était installé. Ce paquet IPv6 va transiter par le routeur R1, c'est le routeur qui permet de joindre A, ça c'est le fournisseur de services de tunnel IPv6, IPv4 qui a configuré l'étape de routage de tout le réseau IPv6. Donc R1 le reçoit et il va réencapsuler ce paquet, donc un paquet IPv6, dans un paquet IPv4 avec comme adresse IP source l'adresse IP de R1 et comme adresse IP destination l'adresse IP V4 de A. Le routeur reçoit, va retransmettre le paquet à A et A va décapsuler son paquet IPv6. Passons maintenant à un deuxième exemple. Ce deuxième exemple présente comment utiliser SSH pour créer un tunnel. Imaginons, donc on a un utilisateur 1 qui souhaite relever ses mails de façon sécurisée sur un serveur B distant. Malheureusement, comme vous le savez, le protocole POP, qui permet de relever les mails, n'implémente pas par défaut de mécanisme de chiffrement permettant d'assurer la confidentialité. Donc lorsque un utilisateur va relever ses mails, il va fournir un mot de passe et le mot de passe va circuler en clair. Dans notre cas, ici, on va utiliser le client SSH présent sur la machine A et le serveur SSH présent sur la machine B pour créer un tunnel SSH qui va nous assurer la confidentialité lorsque les paquets vont circuler sur le réseau qui est entre A et B. L'utilisateur sur A va configurer le client SSH pour qu'il rachemine tous les paquets à destination du port 110, le port du serveur POP. Donc le serveur SSH reçoit les paquets et va les racheminer sur le port 110 de la machine locale, donc il va les racheminer au serveur POP. Examinons un petit peu l'encapsulation dans ce cadre-là. Donc on a ici nos données data qui sont créées par le client POP, qui sont encapsulées dans un en-tête TCP. Ces données vont être encapsulées dans l'application SSH, donc on voit un petit en-tête SSH qui est présent. Après, on verra que toutes ces données sont chiffrées. L'entête SSH et donc c'est l'application SSH, donc il faut que cette application soit fiabilisée par TCP. Et donc après on a notre couche IP et liaison classique. Si on regarde ce qui est chiffré et ce qui est en clair, donc toute la partie charge utile de SSH va être chiffrée, toute la partie avant la charge utile de SSH va circuler en clair. Nous allons terminer notre présentation sur les tunnels avec un protocole de tunneling qui est largement utilisé dans le cadre de VPN entreprise. Donc après SSH, nous allons voir le protocole GRE, que l'on prononcera en anglais GRE. Ce protocole est décrit de manière détaillée dans la RFC 2784. Ce protocole a été conçu à l'origine pour permettre le transport de paquets IPv4 dans IPv4, mais il peut être actuellement aussi utilisé pour le transport de paquets IPv6. Analysons rapidement la topologie qui va nous servir d'exemple. Donc ici on va avoir deux sites, site 1 et site 2. À l'intérieur de ces deux sites, on a deux machines, A et B. Le réseau Internet est représenté de manière simplifiée. Je rappelle que l'objectif général d'un VPN est de rendre le réseau public transparent, c'est-à-dire qu'il se comporte, notre réseau public, comme un réseau privé.
Ici, on pourrait dire qu'il faut qu'Internet se comporte pour les deux sites un peu comme s'il était directement relié. Donc on a nos deux routeurs R1 et R2 qui sont nos routeurs de site qui permettent d'accéder à Internet. Ils sont chez le client. Ces routeurs ont une adresse côté WAN public 1.1.1.1 et ici 2.2.2.2. Ils ont côté réseau interne, côté LAN, des adresses privées. Classiquement, c'est la topologie que l'on rencontre. Donc ici 192.168.2.0 et de l'autre côté 192.168.1.0. Donc pour accéder à partir du réseau interne au réseau public, vous savez que les routeurs doivent mettre en place un mécanisme de translation d'adresse. Ainsi, par exemple, donc là on n'a qu'une machine, mais en principe il y en a plusieurs, toutes les machines du site 1 ont accès à Internet. Et pareillement pour toutes les machines du site 2, en sortant avec l'adresse IP publique, par exemple ici 2.2.2.2. Imaginons qu'un utilisateur sur A saisisse ping adresse IP de B. Donc ici, ping 192.168, mettons, .2.1. Ce ping va-t-il aboutir? Vous savez que non. Le routeur RX, exemple ici, ne sait pas, par exemple, où se trouve l'adresse IP de B. 192.168.2.1, il ne sait pas où se trouve ce réseau-là. Pourquoi? C'est une classe d'adresse IP privée. Donc si à partir de A, on veut joindre B, il va falloir inscrire dans la table de translation d'adresse de R2 une entrée statique de type hébergement de serveur. Si on veut communiquer à partir du site 1 avec plusieurs serveurs du même type sur le site 2, ça va vite devenir un casse-tête. Imaginons que je veuille communiquer avec deux serveurs HTTP sur le site 2. Alors, lorsque A va émettre une requête HTTP, il va émettre sa requête à destination de 2.2.2.2. La translation statique va rediriger la requête sur la machine qui héberge le serveur web. S'il y en a deux, on ne sait pas comment faire. Toujours dans le même esprit, si on veut déployer de la téléphonie sur IP entre les deux sites, c'est-à-dire que les deux sites communiquent directement en téléphonie sur IP, vous savez que les mécanismes de translation d'adresse vont nous poser de gros problèmes. Pour simplifier donc l'ensemble, on va mettre en place le protocole GRI. Ce mécanisme va donc nous rendre transparent l'accès Internet. Pour cela, on va devoir configurer les routeurs R1 et R2. Au niveau de R1, je crée une nouvelle interface tunnel qui va avoir, je déclare la source du tunnel, ici mettons Fast Ethernet 01, cette interface-là. La destination c'est 2.2.2, le mode de tunneling c'est GRI IP, et je donne une adresse IP source, c'est une nouvelle interface que je crée, je donne une adresse IP source à cette interface. Je fais la même chose sur R2, en inversant bien sûr, la source et la destination. Et après, il ne me reste plus qu'à rajouter des routes. Par exemple, ici dans R2, je vais rajouter la route IP route 192.168.1.0 255.255.0 pour aller à ce réseau-là. Donc ici, le réseau de site 1, on va passer par 10.1.1.1 qui est l'adresse IP de l'interface tunnel sur R1. Il faudrait mettre la même route sur R1 pour aller vers R2. Donc nous allons, dans la prochaine diapo, nous intéresser à l'encapsulation lorsque les données transitent sur Internet d'un site 1 à un site 2. Et on va s'intéresser, donc toujours sur le même exemple, à l'encapsulation lorsque les paquets vont circuler sur le réseau Internet. Donc imaginons que l'on est sur B un serveur web qui soit actif et on s'intéresse donc à l'encapsulation lorsqu'un utilisateur sur A se connecte au serveur web qui est présent sur B en saisissant par exemple http://192.168.2.1. Imaginons que 2.1 c'est l'adresse IP de B. Donc le paquet HTTP GET va partir de A, R1 va le recevoir, c'est la passerelle par défaut. R1 va regarder dans sa table de routage, va trouver une route à destination de 192.168.2.0. Cette route va passer par le tunnel 0, c'est la route que l'on a ajoutée précédemment. Étant donné que la route passe par le tunnel, lorsque R1 va retransmettre le paquet, il va garder le paquet tel qu'il est, et il va l'encapsuler dans un nouveau paquet IP, qui va avoir comme adresse IP source 1.1.1.1 et comme adresse IP test 2.2.2.2. On verra qu'il rajoute un petit en-tête GRI et que cette en-tête GRI n'a que peu d'utilité ici. Regardons dans le détail la trame qui est mise. Donc on a ici notre trame classique, notre HTTP GET, notre en-tête TCP, l'adresse IP
source, l'adresse IP de A, l'adresse IP d'Est, l'adresse IP de B, le champ version IP. Donc ça, on s'intéresse aussi au paquet, hein, lorsque par exemple RX le reçoit. Hein. À cette en-tête IP, R1 a rajouté un nouvel en-tête IP, présenté ici. Cette en-tête IP va contenir comme adresse IP source l'adresse IP de R1, 1.1.1.1, l'adresse IP d'Est 2.2.2.2. On a ici le champ version, et on a notre en-tête GRI, qui est présent ici, qui va juste indiquer quel est le type de paquet qui est présent ici. On peut considérer, d'ailleurs c'est les mêmes valeurs qui sont utilisées, que c'est un équivalent de l'entête EtherType. Ici on aura 0800 pour indiquer que derrière c'est un paquet IPv4. Après on a notre EtherType classique, hein, on a une liaison Ethernet ici entre R1 et RX, donc l'adresse MAC de destination c'est RX, l'adresse MAC source c'est R1. Si on s'intéresse un petit peu aux avantages du protocole GRI, on voit que ça va simplifier le routage et l'adressage et la configuration des réseaux. On peut considérer que tout se passe comme si R1 et R2 étaient directement reliés. Ça va simplifier l'hébergement de serveurs sur les deux sites. Et ça va permettre aussi, quelque chose qui n'a pas été dit, le transport de mise à jour de routage. On pourrait faire fonctionner très facilement un protocole de routage comme RIP, OSPF, ISIS sur R1 et R2 pour annoncer par exemple les réseaux 192.168.1.0 et 192.168.2.0. Lorsqu'on s'intéresse au niveau de tunnel, on peut classer les protocoles de tunneling selon le niveau de tunnel, et principalement les niveaux de tunnel vont nous indiquer quels sont les types de données transportées. Lorsqu'on va avoir un tunnel de niveau 2, on va transporter des trams. Les protocoles que l'on va rencontrer qui fonctionnent sur ce mode-là, donc qui transportent des trams, c'est par exemple Layer 2 Tunneling Protocol, PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol, qui vont entre autres transporter des trams PPP sur un réseau IP. Au niveau 3, on va avoir donc GRI qui transporte des paquets IP dans des paquets IP. On va voir par la suite que l'on va avoir IPsec qui va proposer un mode tunnel qui va donc en plus de ce mode tunnel pouvoir chiffrer les paquets, ce que ne permet pas GRI. On a un niveau 4 qui nous permet de transporter des segments. On verra qu'on peut créer des tunnels SSS TLS, et on a un niveau 5 qui permet de transporter des données applicatives. On va dire, il y a peu de différence entre le niveau 4 et le niveau 5, hein. On pourrait même dire que le niveau 5 est quand même aussi un petit peu du niveau 4, par exemple, de tunnels de niveau 4, les tunnels SSH. Toujours un petit peu dans la définition des termes, on peut faire un classement, enfin une dénomination des VPN, en fonction de là où il débute et en fonction de là où il termine. Donc ici j'ai un petit peu mélangé les différents types de configurations, les VPN entreprises et les VPN opérateurs. VPN entreprise que j'ai aussi appelé configuration de client final. Donc on pourra créer des VPN de type end-to-end, c'est-à-dire entre les deux machines d'extrémité. C'est très rarement le cas. Pourquoi ? Parce que ça demande une mise en place non négligeable. La plupart du temps on va avoir des VPN LAN-to-LAN ou aussi appelés site-to-site, tel que j'ai présenté précédemment. On va avoir aussi des VPN de type end-to-LAN, par exemple lorsque vous accédez depuis chez vous au réseau de l'université. Au niveau des opérateurs, on pourra avoir d'autres types de VPN end-to-POP, par exemple c'était le cas dans la mise en place du réseau ADSL non dégroupé, LAN-to-POP ou POP-to-POP, avec POP qui signifie point de présence. C'est par exemple le premier endroit sur le réseau où l'opérateur a mis du matériel à lui.